Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Je vous avais parlé il y a quelques jours du Japon, que je vous avais donné en exemple pour essayer de démontrer que le développement d'un pays n'est pas le fruit de ses seules ressources ou de ses seules richesses naturelles, mais de son génie, de ses capacités humaines, de ses valeurs, de la compétence de ses élites, de ses travailleurs, et surtout du civisme ambiant, de cette disposition à l'harmonie sociale et au vivre ensemble. Et je resterai dans le même exemple pour tenter de démontrer que le sous-développement est toujours civique. Le Japon est un pays très pauvre, mais les Japonais sont très riches. L'Algérie est très riche, mais les Algériens sont très pauvres. Que c'est curieux, n'est-ce pas? L'Algérie, dans sa configuration actuelle, rappelons-le, a pris forme lors de la colonisation. Et si ses frontières actuelles, désormais inviolables et indiscutables, ont été tracées par le crayon du colonialiste, elles ont été sacralisées par le sang versé de tous ceux qui ont donné leur vie pour que cette nation soit celle de tous ceux qui l'ont faite, qui l'ont défendue et qui en ont chassé l'oppresseur. L'Algérie est constituée essentiellement d'arabo-berbères, de berbères, d'arabes, de turcs, d'africains et de zestes de romains, de carthaginois, de phéniciens, de vandales et même de juifs qui ne sont pas repartis avec les leurs. Les berbères, comme dans tout le Maghreb, sont la population de souche, la population matricielle. Hormis ceux qui vivent dans les régions montagneuses ou dans le Grand Sud, beaucoup d'entre eux ne sont plus berbérophones, malheureusement. Parce que, contrairement à la montagne ou au désert, enclavé ou isolé, la plaine est un lieu de passage, de brassage et de flux humains. C'est ce qui explique que les berbères des plaines ne sont plus ou presque plus berbérophones. Ils ont adopté la langue vernaculaire puis véhiculaire de la multitude, l'arabe dialectal Darja. Les Arabes, contrairement à ce que l'on croit, ne se sont pas installés dans le pays lors de l'islamisation, des premières Futuhat, mais bien plus tard, il y a 1 millier d'années de cela, ou un peu plus. C'étaient les Banu Hilal et Banu Sulaym, envoyés par les Fatimides en représailles contre les Irides et qui ont été très nombreux, relativement, à s'installer au Maghreb. Il subsiste donc aujourd'hui des berbères de souche, des arabes de souche et le produit des deux, les arabo-berbères. Le peuple algérien peut s'enorgueillir à juste raison et à juste titre, à l'instar des autres peuples de la région, d'avoir eu un passé qui a compté dans l'histoire universelle, bien avant que ne se forment ces frontières actuelles. Des vicissitudes de toutes sortes et de grandes épopées ont jalonné l'histoire de cette contrée qui fut l'objet de la convoitise de peuples plus forts et qui ont fait main basse sur ses richesses, un occupant chassant l'autre. Puis vinrent les temps modernes et la colonisation française. C'est alors que l'actuelle nation algérienne prit conscience de son existence et de sa cohésion. Parce que les hommes qui étaient enchaînés sous le même joug se dressèrent contre l'oppression en un combat commun. Après bien des tragédies et des souffrances communes, un drapeau fut conçu par Messali el-Hajj le Tlemcenien. Un hymne national fut écrit par Mufti Zakaria le Mozabite. Des hommes et des femmes de toute ethnie, de toute origine et de tout le pays se levèrent comme un seul homme, mêlant leur sang, leur douleur, mais aussi leurs rêves. Et enfin,
leur joie lorsque la liberté fut enfin arrachée. En 1962, l'Algérie se réveilla d'une longue nuit coloniale. Le peuple pleurait et riait en même temps. Le monde entier acclamait la victoire des opprimés sur la force brutale. Les horizons étaient radieux et l'aurore s'annonçait belle pour ce peuple digne et fier qui était cité en exemple pour ses grandes vertus. Car, contrairement à ce que veulent faire croire d'aucuns, cette nation avait une histoire. Sa gestation et sa naissance s'étaient faites dans des siècles d'oppression, dans une très douloureuse gestation, mais aussi et surtout de résistance identitaire farouche. Mais le rêve n'allait pas tarder à s'estomper, malheureusement. Derrière le peuple combattant, embusqué à l'ombre des libérateurs, des charognards fondirent sur la proie que ce pays était pour eux, malheureusement. Ils allaient lui ravir sa victoire, en le trempant jusqu'à l'amener à renier et même à haïr ses plus beaux idéaux, jusqu'à ce que sa jeunesse en arrive à se jeter massivement dans la mer pour rejoindre l'autre rive, celle de l'ancien occupant. Un sombre crépuscule allait tomber avant que le jour naissant ne remplisse ses promesses. Mais ces forfaitures et ces trahisons ne furent possibles que parce que l'Algérie était pleine de richesses et que les immondes embusqués pouvaient en disposer à leur guise pour dénaturer, corrompre et diviser, acheter une paix sociale honteuse. Question. Et si l'Algérie était pauvre, qu'est-ce qui se serait passé? Ces exemples extrêmes montrent que la pauvreté ou la richesse sont une conséquence et non une cause de sous-développement de tel ou tel pays. Il n'y a pas, à mon humble avis, de sous-développement économique en soi qui a découlé d'une situation ou de circonstances économiques. L'élément le plus décisif qui est à l'origine de la pauvreté d'un pays, du dérèglement et de l'arbitraire qui y sévissent, est toujours l'absence dans la société de règles civiques fortement et tacitement ancrées dans un consensus tacite et collectif. En fait, lorsque le sous-développement sévit dans un pays, c'est toujours un sous-développement civique. Revenons à cet exemple du Japon. Le pays est constitué d'étroites îles volcaniques dont les terres sont peu propices aux cultures et dont le sous-sol est très pauvre en ressources minières. Les Japonais n'ont que la mer qui les entoure pour y chercher ce que le plancher des vaches ne peut leur offrir. Ce peuple de la mer est devenu par la force des choses un grand consommateur de produits halieutiques qu'il a été contraint d'aller chercher de plus en plus loin sur toutes les mers du globe. Mais les Japonais, très pauvres foncièrement, disposent cependant de ressources autrement plus considérables que le pétrole, l'or ou les produits de l'agriculture. Ce sont les qualités intrinsèques qui font que des peuples parviennent à se hisser à l'avant-garde de l'humanité. Celles qui ont fait les civilisations, les grandes civilisations humaines, et qui aujourd'hui font que les sociétés, contrairement à d'autres, atteignent des niveaux de vie appréciables. Non pas pour un petit nombre de privilégiés, mais pour la quasi-totalité de ses membres. Aussi loin que l'on remonte dans leur histoire, les Japonais ont toujours aspiré à une vie spirituelle. Ils sont férus de tout ce qui a trait à l'art, à la beauté, à la grâce, au subtil. Ils pratiquent le culte des anciens et vénèrent les personnes âgées. L'érudition, l'abnégation, le sens du devoir, l'altruisme, l'opiniâtreté, l'amour du travail bien fait, la loyauté
le respect de la parole donnée et la dignité exacerbée représentent pour eux des vertus cardinales qui sont profondément ancrées dans leur être collectif. Des qualités qui sont inculquées aux enfants depuis leur plus jeune âge. L'hygiène corporelle, la pratique des arts martiaux, le grand soin qu'ils mettent dans le choix des produits alimentaires qu'ils consomment sont de première importance pour eux. Ils sont fortement imprégnés du souci de respecter l'autre et de l'intérêt de la communauté avant le leur propre. C'est d'ailleurs là un trait typique de la personnalité japonaise. Quand un Japonais a la grippe, il porte un masque pour ne pas contaminer les autres, sans que personne ne le lui demande. Quand la nation est menacée, ils n'hésitent pas à donner leur vie. Tout naturellement, sans tambour ni trompette. Leur ténacité et leur bravoure face à l'ennemi américain lors de la Deuxième Guerre mondiale a contraint celui-ci à larguer 2 bombes atomiques sur la population japonaise pour obtenir enfin la reddition du Japon. Leur échelle des valeurs est restée inchangée depuis des siècles, malgré les vicissitudes qui ont bouleversé leur histoire et la modernité qui a changé leur mode de vie. Leur perception du sens de l'honneur est tellement aiguisée que même les Japonais de la rue, le Japonais de la rue peut se suicider s'il se sent seulement humilié ou s'il a le sentiment d'être méprisé. L'une des sanctions les plus dures dans le monde du travail consiste à condamner le travailleur en faute à ne pas travailler pendant une durée plus ou moins longue et à rester simplement assis près d'un salarié modèle. Peu de travailleurs acceptent cette curieuse sanction et préfèrent démissionner. Le Japonais, qui est très moderne, très branché, comme on dit, puisqu'il est lui-même à l'origine de nombreuses inventions technologiques, est pourtant très conservateur lorsqu'il s'agit de sa vie privée, de sa famille et de ses traditions. Habillé très strictement à l'occidental quand ils vont au travail ou lorsqu'ils voyagent, les Japonais et les Japonaises, dès qu'ils rentrent chez eux, se déchaussent, prennent un bain et mettent des vêtements d'intérieur traditionnels. Ils mangent sur des tables basses, avec des couverts typiques, des plats à base de recettes qui viennent bien souvent de leurs ancêtres. Ils sont très attachés à leur architecture ancestrale, à leurs arts floraux, à leur gastronomie, à leur poésie et à un nombre incalculable de rituels, depuis celui du thé jusqu'à celui des soirées de détente avec des geishas. Ils sont très respectueux de l'hygiène publique, ne crachent jamais par terre, ne jettent pas d'objets dans la rue. Ils consacrent des budgets importants pour l'insonorisation de leurs appartements pour ne pas déranger leurs voisins. Ils trient leurs ordures ménagères pour permettre un meilleur recyclage et préfèrent payer plus cher des emballages biodégradables. Tous les Japonais ne sont pas ainsi, bien sûr. Il y a toujours de vilains petits canards, comme partout ailleurs, mais la société japonaise, dans son ensemble, avait en sorte de se prémunir contre l'incivisme. Les comportements asociaux sont généralement lourdement pénalisés, ce qui réduit la nuisance des rares Japonais indélicats à des exceptions, sans impact notable sur la vie de la société. Voilà donc un pays foncièrement très pauvre, mais dont l'organisation sociale et le niveau civique très élevé a permis d'accéder à un niveau de vie et de développement parmi les plus élevés de la planète. Quoique, avec l'américanisation de la société japonaise et son fourvoiement dans une occidentalité qui prend progressivement le pas sur les traditions, certaines constantes de la personnalité japonaise s'altèrent insidieusement. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous commémorons une date très chère à nos cœurs, dont nous vous parlerons tout à l'heure.
Ali, tu m'entends? Écoute bien. Tu es le dernier. Il n'y a plus rien à faire. L'organisation n'existe plus. Ils sont tous morts ou en... Pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le coup fin. Nous commémorons aujourd'hui le 62e anniversaire de la mort de Ali Lapointe, de son vrai nom Ali Ammar, Omar Yassef, de son surnom Petit Omar, de Hassiba Ben Bouali, de Mahmoud Ben Hamidi, Rabbi Yarhamham. Leur cache avait été plastiqué ce jour du 8 octobre 1958. Nous avons tenu à leur rendre hommage. Tebboune accorde une autre interview à l'opinion. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici avec moi Yasmina Karima Bennani, journaliste et militante politique, hirakiste connue. Yasmina, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Mohamed Ben Issa, militant politique et néanmoins hirakiste. Mohamed Ben Issa, merci d'être avec nous. Merci à toi aussi. Merci. Iskandar Debbache, militant des droits de l'homme et hirakiste. Bien entendu, merci. On est tous un peu hirakistes. Bah, bien sûr. Mais en plus, nous sommes de vieux compagnons de route et de lutte. Ça fait des années qu'on milite ensemble. Exactement. Dès la création des réseaux sociaux, d'ailleurs. Pratiquement. Dès le lendemain. Dès le lendemain, exactement. Alors, nous allons parler de cette interview que Tebboune a accordée, cette deuxième interview que Tebboune a accordée au journal L'Opinion, un journal français. Est-ce que ça ne vous a pas semblé bizarre que juste après la parution de l'entretien que Tebboune a accordé à New York Times et qui n'a pas été tendre avec Tebboune et avec le régime, c'est comme si un peu si on avait convoqué le point Mohamed Ben Issa, l'opinion, pardon. Oui, tout le monde a compris que le pouvoir s'inscrit actuellement dans une manière, dans un process de communication. Il parle pas aux Algériens. Donc quand on lit ce qu'il a dit dans l'opinion, on comprend très bien qu'il ne s'adresse pas aux Algériens. Il voulait peut-être équilibrer la maladresse ou l'orientation qu'a pris le journal, comment ça s'appelle, du New York Times. Mais on voit très bien. Enfin, je dirais plutôt les 4 vérités. Parce que New York Times a dit des choses très dures, mais très vraies. Contrairement à l'opinion. D'ailleurs, je vais vous lire le titre de l'interview. Écoutez bien, Mohamed Ben Issa. On croirait rêver. Moi, j'ai l'impression que c'était le titre d'Al-Moujad. Abdelmajid Tebboune, c'est le titre du journal L'Opinion. Abdelmajid Tebboune, l'État algérien va aider les jeunes à émerger en tant que force politique et économique. Incroyable, non? C'est incroyable. C'est incroyable, mais on sait très bien en fait la proximité qu'il a, que le système algérien a avec les officines ici en France. On sait très bien que le pouvoir politique algérien veut se racheter, veut montrer patte blanche.
On sait que l'Algérie actuellement a fait des visites intenses de plusieurs responsables, soit américains ou français auparavant, ou espagnols récemment. On sait que les Européens, ce qu'ils attendent de l'Algérie, ils attendent juste que l'Algérie retient l'immigration. On sait que l'Algérie fait un rôle de policier ou de sous-traitant militaire et policier de l'Europe. La visite des Espagnols aussi n'est pas venue pour un développement économique. On sait très bien qu'ils sont venus juste pour dire qu'aux Algériens, vu ce qui s'est passé récemment avec tout le phénomène qu'on connaît de Haraga, qu'en une seule journée, on avait compté, en un week-end, presque 1000 Harag. Donc les pays du Nord attendent juste de ces gouverneurs, juste de maîtriser leur population. Donc ils s'en fichent complètement de la démocratie, ils s'en fichent complètement des droits de l'homme. Donc nous, les peuples algériens, n'attendent pas beaucoup de choses de ces médias. Parce qu'on sait qu'ils s'inscrivent beaucoup plus dans leurs intérêts propres à eux, dans leur agenda politique interne propre à eux. Donc on le sait très bien. La visite du ministre de la Défense américaine et avant lui le chef des armées africaines, Africom en Algérie, on sait très bien qu'il s'inscrit dans un agenda d'élection. Le chef de l'Africom, c'est le commandement le commandement des armées américaines pour l'Afrique, en Afrique, oui. Voilà, c'est l'Africom. Donc on sait très bien que tout ça n'a rien à voir avec le Hirak, avec l'aspiration du peuple algérien. Donc c'est ce qui nous intéresse, nous, dans notre discussion. C'est qu'est-ce que ça profite au peuple algérien, tout ça. Où il est le peuple algérien dans toutes ces discussions? Il n'y a rien pour l'instant. Yasmina Karima, moi j'ai retenu parmi des tas d'outrances. D'ailleurs, nous allons, comme l'interview a été filmée, nous allons passer quelques séquences. Mais alors, je vais vous lire une des déclarations de M. Tebboune à ce journal. Écoutez bien, mais attachez vos ceintures, votre ceinture. C'est lui qui parle, hein, je le cite. Il parle des élections présidentielles qu'il emportait à la tête de ce pays. Ce furent les premières élections propres et transparentes. Alors, justement, il fait une fixette sur l'hygiénisme. Et très souvent, quand vous êtes un communicant ou même un téléconseiller, on vous apprend à ne pas dire les mots problème, les mots... Parce qu'il y a les mots qu'il ne faut pas dire et puis il y a les choses que vous entendez en creux. À force de faire une fixette sur, rappelez-vous, l'interview sur France 24, propre, propreté, transparent, etc., on voit bien qu'il y a un problème d'hygiène politique. C'est très bien observé. Effectivement, on n'y avait pas pensé. Il parle beaucoup de propreté. Oui, mais il fait beaucoup de bourdes hein, pour quelqu'un de son expérience temporelle. Il fait beaucoup de bourdes, je trouve, et c'est loin d'être la seule. Moi, je voudrais juste revenir sur le journal L'Opinion. Oui. Alors, il y a eu sur un temps court cette interview d'une chaîne qui n'est pas une chaîne publique mais une chaîne d'État. Elle dépend, c'est un outil de la diplomatie française. France 24 pour ne pas la citer. Voilà, donc tapis rouge a été déroulé. Puis il y a eu ce camouflet du New York Times et ça c'est les avantages d'une presse. Je dis quand même que le journaliste c'est le chef du bureau parisien du New York Times, donc il connaît bien son affaire. Ah, oui. Et donc voilà un regard anglo-saxon, et la presse anglo-saxonne n'est pas la presse française ou africaine ou nord-africaine. Donc le tapis rouge n'a pas été déroulé. Tapis rouge en effet, donc c'est presque un service com, mais il y a aussi autre chose. Le journal L'Opinion qui a été fondé par Beytou. Rappelez-vous, rappelez-vous que quand même c'est Monsieur Les Échos. Oui. Donc journal économique. C'est un journal ultra-libéral. Et LVMH, Louis Vuitton, Moët et Chandon. Donc quand même, on est dans le lobbyisme, sachant que la plupart, beaucoup de journaux aujourd'hui et de moyens des médias ne sont pas tout à fait libres. On parle de démocratie, mais enfin, elle est tout à fait relative. Et puis on voit très bien les intérêts économiques de la France et aussi de ses lobbies et les forces de l'argent. Oui, on sait. Vous vous rappelez France 24, quand elle a commencé à couvrir le Hirak, vous y étiez, ils avaient parlé au début de quelques centaines de manifestants, alors qu'il y avait plus de 70 000
manifestants le 1er novembre. Et quand on leur a mis le paquet, ils ont dit quelques milliers de manifestants. Mais pourquoi les communicants de Tebboune mettent-ils aussi le paquet? Vous vous rappelez de l'affaire Washington Times, qu'ils ont voulu acheter. C'est un petit canard qui vend ses articles, qui fait des publi-reportages. Et ils nous ont fait croire que Washington Times, c'est un mélange de Washington Post et New York Times, a publié un article très élogieux pour l'État algérien, alors que ça a été acheté, c'est un publi-reportage. Pourquoi met-il autant le paquet pour essayer de véhiculer certains messages qui sont en contradiction flagrante avec la réalité? Il veut convaincre qui, en fait? Eh bien, ils ont prêté allégeance à des forces qu'on a du mal à définir. Elles doivent fluctuer selon les clans qui ont le vent en poupe à un moment donné, vraiment. Le Washington Times n'est pas le Washington Post. D'ailleurs, juste pour rappel, Gorbatchev avait serré la main au fondateur d'une grande secte, les Moonies. Et lui appartient, ce journal lui appartient justement. Ce journal lui appartient et ainsi il a pu, Sun Myung Moon, donner beaucoup d'importance à son journal, disant que Gorbatchev, au moment de la perestroïka, le validait cette secte, et en était peut-être même. Donc attention avec ces médias-là. Vous voyez, ils vont vers des officines très douteuses. Très douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est de la communication. Quand on va dans un journal qui appartient à la secte Moon, et qu'on le paye très cher pour publier un publi-reportage qu'on fait passer pour un reportage, c'est de la communication, c'est de quoi se poser des questions, en effet. Il n'y a pas de trace de journalisme là-dedans, c'est de la communication. Oui, c'est de la communication quasiment de marketing. Oui, et alors l'opinion, c'est propre, mais même quand ce n'est pas un publi-reportage, je trouve que l'opinion porte bien son nom, parce que c'est vraiment un journal d'opinion, pour le coup. D'opinion, entre guillemets. Oui. Alors, Iskandar Debesh, avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Tebboune dans ses œuvres. Après les élections, le fait que le Hirak ait été pour les élections, déjà au préalable, ça légitimait ces élections-là. En plus du fait aussi que le Hirak en lui-même avait 3 ou 4 doléances majeures, plus auxquelles s'ajoutaient peut-être des petites doléances de groupuscules. Doléance, c'était d'arrêter le processus électoral, d'arrêter le 5e mandat, d'arrêter de s'interdire et d'interdire à tout le monde la prolongation du 4e mandat et d'aller vers un changement radical dans la gouvernance du pays. Donc c'est après les élections, qui ont été les premières élections de la vie de tout le monde, y compris des candidats qui étaient en course avec moi pour la présidence. C'est les premières, peut-être, élections très propres, très transparentes, qui assuraient une légitimité totale. Condensé de mensonges. Mais alors, je vais reprendre rapidement. Le Hirak a été pour les élections. Vous imaginez, alors que le Hirak s'est opposé avec une vigueur, avec une colère incroyable à ces élections et les a boycottées massivement, dans le plus grand boycott jamais observé depuis 1962. Il dit le Hirak était pour les élections et c'est pour ça qu'on a fait des élections. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Hirak, on a satisfait ces 3 ou 4 doléances majeures. Il dit des choses qui ne sont pas vraies. Il oublie de dire Madani Amishi Askari à la première, il ne l'a pas dit. Il a dit Tarah Louga, il ne l'a pas dit. Il a dit transition, il ne l'a pas dit. Et il a dit processus constituant, il ne l'a pas dit. Il a dit aussi, de l'avis de tout le monde, y compris des co-candidats qui étaient avec moi, c'est les élections les plus sincères, les plus ceci, les plus cela depuis l'indépendance. Oui, il a dit j'en perds mes mots. C'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Je me demandais si j'ai halluciné quand j'ai lu l'interview. Mais il a dit pire que ça même. Ouais. Il a dit l'armée protège le Hirak. Oui, l'armée protège le Hirak. C'est pour ça que des journalistes... Protégés par l'armée et les services de sécurité. Voilà. Ça veut dire la police qui tabasse, etc. Elle était là pour protéger le Hirak. Ce mouvement populaire et civilisé s'est exprimé de façon très politique et très pacifique. Ce mouvement que Gaïd Salah traitait de Chardima, que son ministre de l'Intérieur traitait d'homosexuel et de je ne sais pas quoi,
Vous vous rappelez? Oui, on se souvient, oui. Voilà. On se souvient. On sent là une tentative à la fois d'appropriation qui ne convainc personne d'ailleurs, mais en plus aussi une tentative d'intoxication. Mais pour convaincre qui? Un journaliste de l'opinion? Justement, c'est la question. Pour convaincre qui? Exactement. On peut interférer les uns avec les autres. On peut discuter à bâton rompu. En fait, notre ami Benissa a eu raison de dire tout à l'heure qu'il s'agit d'une opération de communication. Vous avez parlé de l'article du New York Times, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un groupe de journalistes qui ont fait le sit-in devant l'ambassade d'Algérie, conduit par Laurent Delahousse. Et là, il y avait, c'est-à-dire, c'est un mouvement qui a fait presque l'unanimité entre les grands journalistes français, parmi les plus connus, et qui ont intervenu justement pour l'affaire de l'arrestation de Khaled Drani, la condamnation plutôt de Khaled Drani, qui est d'ailleurs scandaleuse. Et là, qu'est-ce qu'il répond dans sa soi-disant interview? Il dit d'abord, il fait passer les journalistes emprisonnés pour des délinquants. Oui. Et là, il n'y a aucun journaliste qui est en prison pour délit de journalisme. Pour délit de presse. Il n'y a aucun d'après lui. Donc c'est des bandits. Donc c'est des bandits, c'est des délinquants. Pour lui, c'est ça. Il les fait passer pour des délinquants. Et il n'a pas aimé, M. Tebboune, que les journalistes de l'opinion, que les journalistes du New York Times lui rappellent que Drarni est bel et bien journaliste, puisqu'il l'a interviewé lui-même et qu'il a interviewé Macron. Alors les journalistes du New York Times ont dit qu'il n'a pas aimé du tout qu'on lui fasse cette remarque. Il s'est même mis en colère. Absolument, oui. Absolument. Et bon, il y a de la manipulation, et là on sent des propos qui auraient dû lui être soufflés par le DRS, parce qu'on sent une volonté de manipulation et même d'intoxication. Mais bon, il faudrait qu'il y ait déjà l'auditoire qu'il faut pour ça. Mohamed Benissa, je voudrais d'abord vous montrer une autre de ses déclarations et je vous laisse la parole. Là où il dit, on va l'écouter. Le président était totalement impotent, qu'il ne pouvait plus s'exprimer, il ne pouvait plus parler, ni marcher, et que cela allait déboucher sur une catastrophe pour le pays. Là, le Hirak béni, comme on l'appelle, a pratiquement mis fin à cette comédie. Et de là, protégé par l'armée, protégé par les services de sécurité pour qu'il garde son pacifisme et pour qu'il ne soit pas provoqué, ce mouvement populaire extrême et pacifique, très civilisé, très civilisé, pendant pratiquement toute la durée de cette marche, il n'y a pas eu un seul lampadaire ou une seule vitrine touchée. Donc c'était une maturité extrême d'un peuple qui a su s'exprimer de manière très politique et très pacifique en même temps. Il dit, moi c'est normal, Hirak Bini, Moubarak, c'était ça, et c'est normal, le président qui ne me parlait plus. Vous ne vous rappelez pas quand il avait juré sur le Coran, sur Dieu, qu'il appliquerait le programme du président Uqsimu billah 3 fois. À ce moment-là, pourquoi il n'a pas dit le président, c'est pas lui qui commande, c'est Saïd, et que le président était totalement impotent? C'est Jamel, c'est la question que tout le peuple algérien le pose, parce que ce qu'il a oublié dans le précédent passage, de dire que le peuple est sorti pour un changement radical. C'est-à-dire radical, c'est pas changer de façade, c'est pas changer de tête, mais couper complètement et définitivement. Et ce qu'il ne sait pas, ou peut-être qu'il a oublié, ou il a tendance d'oublier, qu'il lui fait partie de ce système. Depuis les années 75, il est dans ce système. 50 ans. Depuis, il n'a pas connu autre chose. Il n'a pas été chercher un emploi ailleurs. Il ne connaît pas l'Algérie profonde. Et ce monsieur-là, il était ministre de Bouteflika à plusieurs reprises. Et puis, il a été Premier ministre. Avant d'arriver à Premier ministre, après le déclenchement de l'histoire de Khalifa, il était mis au placard pendant 10 ans. Il n'a pas ouvert sa bouche. Pourquoi pendant ces 10 ans où il était banni par le système de Bouteflika à cause de l'histoire de Khalifa, sachant qu'il était appelé, qu'il était impliqué de l'histoire de Khalifa. Il était blanchi, mais il est toujours impliqué. Il revient en tant que Premier ministre. Pourquoi à ce moment-là, quand il a vu l'argent sale, pourquoi il ne s'est pas opposé? Pourquoi il n'a pas fait un parti politique? La question qu'on se pose, pourquoi il n'a pas fait ce jeu politique dont maintenant il se vante comme un acteur de ce changement? Pourquoi il ne l'a pas fait?
Il avait la scène, il avait les médias, il y avait les réseaux sociaux. Pourquoi il n'a pas écrit? Pourquoi il est sorti dans les rues? Pourquoi il n'a pas intervenu dans les médias? Non. Pourquoi il n'a pas dénoncé le 5e mandat en son temps? Voilà pourquoi il n'a pas dénoncé. Donc tout le monde sait. Et en plus, quand il utilise des mots comédie, bah, on le dit que toi-même, tu étais un acteur principal de cette comédie. Tu n'étais pas en dehors du scénario, tu étais dedans dans cette comédie. Et arrivant à ce niveau, président de la République, soi-disant, utilise ces termes-là, comédie. Je trouve que c'est très bas. Tout le monde sait que c'est un mauvais communicant, en français, en arabe. Hein. Rappelez-vous de tout ce qu'il a fait comme émission enregistrée à la télé. Ouais. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe sur tous les plans. On prend n'importe quel étudiant en 2e année de communication, il pourrait faire un exposé meilleur que pourquoi ce qu'il fait. Pourquoi il n'a pas de communicant? Il n'en fait qu'à sa tête, il est dans le déni. Comment vous expliquez? En fait, parce que... c'est gros. Par exemple, l'histoire des 25 milliards. Oui. L'agriculture algérienne a produit en 2019 25 milliards de dollars de produits agricoles. D'abord, si c'était le cas, donc ce n'est pas son mérite, c'est celui de Bouteflika. Oui. Donc il ne fallait pas chasser Bouteflika. Oui. Et ensuite, quand il dit, tout le monde sait que c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux, tout le monde le sait. Tous les spécialistes, tous les experts disent au grand maximum, même si c'était le cas, l'agriculture algérienne aurait pu produire l'équivalent, pas 3 milliards de dollars, l'équivalent de 3 milliards de dollars, mais n'oublions pas que les composants des produits agricoles sont tous importés. C'est-à-dire les intrants des produits que nous produisons sont tous importés. Donc, il ne le dit pas. Le blé, c'est incroyable. Le plus important, avec le produit, l'aliment avec lequel tous les Algériens se nourrissent, qui est le blé. Oui. L'Algérie importe presque 80%. On est le quatrième au monde. Ouais. Donc, si on parle de l'agriculture, on est où par rapport au blé, la matière la plus convoitée, la plus consommée, stratégique pour les Algériens. Donc, Tebboune, malheureusement, il a été choisi pour ce poste-là parce que c'est une personne du système qui n'a pas de charisme, qui reste dans les clous, qui reste dans le cadre dans lequel on met. Peut-être que c'était le moins pire que le système a choisi, à ce moment-là, où il y avait une lutte de clans entre les différents généraux, où certains sont actuellement présents, en prison. Mais malheureusement, il est en train de desservir le système plus qu'il le sert. Parce que dans ce moment-là, vu le contexte, le système a besoin d'un bon communicant. Pourquoi il ne rappelle pas les vrais maîtres du pouvoir, les vrais décideurs, donc les généraux, l'oligarchie? Pourquoi il ne le rappelle pas l'ordre de lui, et pourquoi ils ne lui disent pas d'arrêter son char, d'arrêter de les humilier comme ça, d'humilier tout le pays, de faire les gorges chaudes de toutes les chancelleries qui sont à Alger? Pourquoi ils ne l'interpellent pas d'après vous? Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pris en piège en fait, parce qu'ils n'ont pas d'autres, sachant qu'il n'y a aucune alternative politique en Algérie, aucun homme politique n'accepterait, peut-être ils pourraient trouver d'autres, mais accepterait à 100% ce deal-là. C'est un enfant du système. C'est un son produit du système depuis 30 ans. Et c'est eux qui l'ont mis. Et c'est eux qui l'ont mis. Il n'a pas de légitimité, donc c'est une marionnette, c'est une façade qu'il accepte qu'on lui écrit ses discours et qu'on lui mette ses lignes, qu'il accepte de rester dans l'ordre. Donc il arrange très bien les généraux qui sont derrière. Donc il ne peut pas se permettre de le changer. Il n'a pas été choisi sur la base de ses compétences. D'ailleurs, je l'ai trouvé, et je le trouve en général d'une médiocrité incommensurable. C'est vraiment très accablant pour nous. Tous, je pense. Par exemple, vous avez évoqué la question du blé. Sachez qu'en France, il y a une baisse de la production du blé. Et c'est quelque chose de tout à fait objectif. Imaginez dans un pays où la tension hydrique est encore plus importante, l'Afrique du Nord, et plus au sud encore. Comment dire, je me souviens d'un journal, d'un magnifique article sur le monde diplomatique, qui remonte, je crois, à 2015, qui mettait le parallèle entre la désertification, l'augmentation, bien sûr, de la température, la désertification et la raréfaction du blé et toutes les denrées et de l'augmentation des prix en Chine et la répercussion ou en Syrie. Donc imaginez à l'échelle macro. Imaginez à l'échelle macro et puis imaginez dans nos pays. L'effet papillon, c'est comme ça. L'effet papillon, ne parlons même pas des exodes qui sont à venir et de tous les conflits que ça pourrait amener. Vraiment, c'est pour ça qu'il est en train de jouer aux apprentis sorciers. Ensuite, j'aurais une question pour vous tout à l'heure. Pourquoi les élites algériennes qui existent, je ne parle pas des fausses élites qui occupent la scène publique, les partis politiques, tous les
les faux journalistes, les faux chroniqueurs, les faux analystes, les faux experts. Je parle des vraies élites qui sont là et qui ne s'expriment pas. Je vous demanderai de nous expliquer tout à l'heure pourquoi ce silence abyssal, sépulcral des vraies élites. Des vraies élites. Je reviens à vous. Mais avant, Skandar, avant de vous donner la parole, on va écouter M. Tebboune qui vient de nous dire que heureusement qu'on a mis fin à un 5e mandat d'un impotent qui ne... Écoutez ce qu'il nous disait il n'y a pas très longtemps. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. يا جمال أنا خاطئ. J'aimerais rebondir sur quelque chose dont vous avez, sur un thème que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit pourquoi est-ce que personne ne réagit à cette humiliation de Tebboune et ses bourdes consécutives. L'Algérie a été humiliée, traînée dans la boue pendant 10 ans de Bouteflika. Il était pratiquement... C'était quelqu'un d'impotent. Pratiquement complètement. L'Algérie a été traînée dans la boue. Bouteflika, oui. Est-ce que quelqu'un a réagi? Est-ce que quelqu'un du Sérail a réagi à cela? Personne n'a réagi. Pas du Sérail. Moi, je parle des élites qui ne sont pas dans le régime. Pourquoi est-ce que... Bon, à la limite du temps Bouteflika, on en parlait. Pourquoi maintenant, personne ne s'exprime, ou quasiment personne, sauf de très rares individualités? Mais même à ce moment-là, les élites n'ont pas intervenu. Pourquoi? C'était une seule élite, un seul personnage qui aurait intervenu contre le règne par procuration de la marionnette Bouteflika, impotente devant le commun des mortels. Rien, personne n'a intervenu, personne n'a parlé. Il n'y avait que nous, on passait pour des enragés à écrire à longueur de journée et à clamer à longueur de journée que l'Algérie était traînée dans la boue. Et vous passez pour des mercenaires de la main étrangère. La main étrangère, ou bien quand on ne passait pas pour des illuminés. Des illuminés. Pour des illuminés. Comme des aigris. Des aigris, des égarés, etc. Voilà ce qu'on nous disait, comme à l'époque où on dénonçait les crimes de l'ANP. À l'époque de la décennie noire, où on dénonçait les crimes de l'ANP. Moi, je préfère dire les crimes de l'oligarchie militaire. Parce que l'ANP, elle est composée de nos enfants, de nos frères. Ils reçoent des ordres, ils obéissent. Mais... Est-ce que l'ANP... Moi, je prends l'ANP dans son ensemble. Oui. Est-ce qu'elle a fait juger les généraux responsables des crimes criminels? Il y a même une charte pour la réconciliation nationale qui empêche, qui interdit de faire y compris des recherches universitaires sur la question. Absolument. Vous ne pouvez même pas faire une thèse de doctorat sur ça. Absolument. Ils ont admis ce qui s'était passé. Ils se le sont même appropriés. Ils en étaient fiers. Et dans la charte, c'est à peine s'ils n'ont pas dit le peuple doit demander pardon aux généraux de les avoir massacrés. Alors c'est pour ça justement que ce que j'avais dit et qu'on m'avait reproché en 2013, à l'époque où j'étais arrêté à Alger. Tu me rappelles? J'ai été enlevé à Alger, à l'aéroport Ouari Boumediene, parce que j'avais déclaré que c'était une armée sans honneur, qui n'a pas hésité à massacrer son propre peuple. Alors qu'elle en avait la... Vous étiez vous-même officier, Skandar Debbeche? Oui, dans une autre vie. Dans une autre vie. Et puis vous vous êtes réfugié en Argentine. En Argentine, absolument. Vous êtes resté des années là-bas. 10 ans. 10 ans. 10 ans en Argentine. Oui. Une armée sans honneur qui n'a pas hésité à massacrer son propre peuple. Des villages entiers ont été massacrés. Des villages entiers ont été massacrés. Des crimes abominables. On y viendra un jour, comité Vérité et Justice, où... on ira au fond des choses pour savoir qui a massacré. Pour dire que, pour ne cacher personne, il faudra mettre au pied du mur les islamistes qui ont tué et les généraux qui ont tué et les généraux qui ont instrumenté le terrorisme pour en faire un instrument de régulation politique et de propagande. N'est pas né d'une génération spontanée. Ça a été sciemment manipulé. D'abord, il y a l'esprit qui tend vers l'islamisme un peu chez la population. C'est un peu extrême, la référence à la religion. Vous savez, pendant des années, depuis l'indépendance, pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a passé en prime time à la télévision algérienne des feuilletons religieux suivis d'un hadith dîni. Et ça a eu des répercussions.
ça a eu des répercussions qui sont responsables de dérives parfois un peu assez graves. Je crois les dernières années de Chadli Ben Jdid, alors là, ils ont pratiquement exulté avec un feuilleton qui s'appelait Jamaldin Efrani. Oui, oui. Avec Grouabi, qui était l'idole des jeunes à Alger, qui s'est mis à faire l'Aden à Jamal Jdid à Alger. Oui, oui. Moi, je trouve ça très joli, très beau. Même s'il y a derrière de la propagande, on s'en fiche. Oui, mais c'était de la manipulation tout de même. Oui, oui, mais c'était de la manipulation. C'est-à-dire on prend le meilleur. Ensuite, il a bien fait aussi. Hein. C'est ensuite, d'anthologie, il y a eu... son Eden. Oui. Jamaldin Efrani, c'était un beau feuilleton. Même si Grouabi qui fait son Eden, c'est très beau, c'est magnifique. Oui, c'est très Même beau. s'il y a de la il a une belle manipulation, voix. on ne prend que Mais le il y avait de la bon côté des manipulation. choses. Mais il y avait de la manipulation. Attendez, Skandar Debesh, nous allons encore écouter M. Tebboune et nous allons reprendre la discussion. Je vous demanderai, mes chers amis, de vous prendre la parole les uns les autres. Oui, j'aurais bien voulu. Surtout sur cette question. Oui, tout à l'heure, ce que je voulais dire est parti en vrac avec l'histoire des élites. Alors que justement, puisque je parlais de la médiocrité de M. Tebboune, comment dire, il y a un problème générationnel quand même. Il y a un problème générationnel. Dans cette même interview, on l'entendait dire 75% de la population a moins de 35 ans. Il faut leur... je ne sais pas comment il a formulé, mais en tous les cas, Blamzi, tout. Je veux dire, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Ah oui, mais voilà, il a dit ils sont assez nombreux pour avoir... Ce n'est pas une question de nombreux, c'est une question de marche naturelle, c'est une question de physiologie. Je veux dire, à un moment donné, ces jeunes qui sont très jeunes, parce que 35 ans, ce n'est pas jeune, hein, c'est un passage naturel. On doit passer le flambeau. Enfin, on a des octogénaires, des septuagénaires qui sont à la tête de ce pays et qui le tiennent en otage. Ce n'est pas un cadeau qu'on faire à la population. Ensuite, il parle du Hirak pacifique, alors il est pacifique de façon intrinsèque, ou alors il est pacifique de la façon dont se sont organisés les Hirakistes. Il n'est pas pacifique parce que l'armée et les services de sécurité ont protégé. Au contraire, ils ont bloqué les routes, les canons sonores, les canons à eau, les emprisonnements, tout ça, c'est pas très pacifique. Loin s'en faut. Et même la façon dont a été instrumentalisé le Covid, ce n'est pas très pacifique. Je veux dire, tous les moyens ont été bons. Et comment est-ce qu'on peut parler de pacifisme protégé par l'armée et les services de sécurité? Bien au contraire. Alors, avant de passer la prochaine déclaration de M. Tebboune, Mohamed Ben Issa, il a déclaré que plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Moi, j'aimerais bien comprendre d'où il a ramené ces chiffres, puisque la statistique algérienne, c'est connu, elle est complètement obsolète, impossible d'avoir de vrais chiffres. Et en plus, les seuls chiffres qui peuvent sortir d'une telle déclaration, c'est le recensement général de la population, n'est-ce pas? Or, le recensement général de la population n'a pas eu lieu depuis 2008. Il a lieu tous les 10 ans. En 2018, il a été reporté pour 2020. Et il n'a toujours pas lieu. Voilà, j'ai versé mon verre tellement je suis... Alors, comment il a fait pour savoir qu'il y a 70% de moins de 35 ans? 75, c'est très précis. 75. Il est tellement précis qu'il peut-être se trompe du chiffre. Déjà, on n'a pas de sondage, on n'a aucune institution reconnue qui fait un sondage efficace, mais tout le monde s'accorde pour dire que le peuple algérien ou la population algérienne est une population jeune. Les instances internationales, l'ONU, toutes ces institutions s'accordent pour dire que c'est une population jeune. Le problème qui se pose, c'est que je trouve ça très mal, très décalé en fait, je ne vais pas être méchant avec lui, un jeune président. Qu'un président de 75 ans, qu'une personne de 75 ans parle des jeunes. Laissez-leur la place, c'est juste ça. Les jeunes, c'est comme les hommes quand ils parlent des femmes, ils parlent de la place de femmes. Mais laissez les femmes parler en leur nom, et parler eux-mêmes. Pourquoi vous parlez au nom des femmes? Donc on est toujours dans la gérotocratie, dans les vieux, dans les personnes qui parlent au nom, dans le populisme, dans ce paternalisme. On parle au nom du peuple, on sait mieux que le peuple. Donc il a son président, vénéré son président, son mentor. On a vu la vidéo de Bouteflika qui le présentait à un chir de Zaouia, qui lui dit
fait lui la prière pour qu'il devienne président, je ne sais plus comment, voilà. Oui. Donc ça, on le connaît. C'est connu, ça, oui. C'est connu que, voilà, et que Tebboune vénérait Bouteflika. Il l'a dit, je ne me rappelle plus, 2008 ou 2000, je ne sais pas quelle année, qu'il a dit Tabjnani, qu'il a dit, voilà, ça y est. Donc, on va laisser la place aux jeunes. Mais ça, c'est des vieilles promesses, des mensonges qui n'ont jamais été tenus par ce système. Donc, à qui s'adresse? C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, Tebboune, quand il parle, je pense vraiment certainement qu'il ne s'est pas adressé au peuple algérien, parce que le peuple algérien, on ne peut pas s'adresser au peuple algérien de cette manière. Il voulait faire du marketing pour dire que nous, on va donner la place aux jeunes. Alors le jeune vous dit tout simplement depuis le 22, partez. Partez, dégagez, permettez-moi ce terme-là, partez, laissez-nous ce pays-là, prenez le pouvoir. Ça fait combien, 30-40 ans que vous êtes au pouvoir, Tebboune. Partez. Non, 50 ans. 50 ans. 50 Depuis ans, chef de Daïra jusqu'à Premier ministre, voilà, jusqu'à 50 président. ans que vous êtes au pouvoir. Et maintenant, on sait, quand il parle d'élections, quand il parle à la place des jeunes, on sait quel jeune va choisir. Et ce n'est pas lui déjà qui doit choisir les jeunes. Les jeunes doivent émerger, doivent venir aux responsabilités par un processus démocratique transparent. Et c'est pas toujours, et organique. Voilà, et organique et naturel. Ce n'est pas toujours l'aîné, le gourou, je ne sais pas qui, c'est l'oligarchie qui doit choisir les jeunes à leur image. Non. On ne doit pas être dans la reproduction officielle, ou je ne sais pas, ramener les jeunes qui viennent de leur entourage, les fils de généraux, le fils de je ne sais pas qui, quel oligarque. Non, ce n'est pas ça les jeunes. Oui, ils font partie des jeunes Algériens, mais il y en a d'autres jeunes Algériens qu'on a vu dans l'émission récemment de M6, je pense, celui qui va 10 fois devant M6 qui a été interdite. Qui était interdite, voilà. Parce qu'ils ont osé dire depuis pétition, encore ils n'ont rien dit. Hein, ils ont dit un mot qui a fait mal, on dit Tebboune installé par les généraux. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient pas. Absolument. C'est qu'ils ont tout fait pour dire mais que... Mais sinon, ils n'ont pas dit grand-chose, franchement. Mais ils n'ont pas montré patte blanche. Voilà. Dans la culture du journaliste, journaliste c'est comme le dit Mohamed, le fait fonctionnaire. d'avoir dit qu'il a été désigné par les généraux, qui a plombé les relations. Et c'est l'essentiel du Hirak. En fait, le cœur du Hirak, il est politique, mais il est pas on n'est plus dans la façade politique, on n'est plus dans le fait de corriger de l'intérieur, d'essayer de faire... Non, on est dans le cœur du problème algérien. Le système militaire qui gouverne avec une façade politique. Si on sort de ce sujet-là, on n'a rien compris. Tu as dit plusieurs fois oligarque, pardon. Tu as dit plusieurs fois oligarque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit peu protesté dans cette interview pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Il a dit je préfère le terme de kleptocratie. C'est-à-dire que oligarque, ça appelle un petit groupe qui détient le pouvoir. Et puis on pense naturellement au pouvoir militaire, voilà, à la junte. On pense à la junte. Et donc kleptocratie, on préfère mettre... C'est le genre Haddad, le genre... Voilà, on préfère d'abord que le problème soit civil, hein, alors que la présence militaire est prégnante. Et on préfère parler de kleptocratie que de gérontocratie et que de oligarchie. Oui, mais si c'est de la kleptocratie, il est en train d'accuser son propre clan. Mais oui, bien sûr. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui l'a mis à la tête du régime, c'est-à-dire le pouvoir des militaires. Oui, mais M. Benchenour, tout à l'heure, vous aviez donc c'est des posé kleptocrates. une question. Il est en train de leur dire, vous êtes des voleurs. Oui, surtout des kleptocrates dont il a la carte mentale, puisqu'il avait promis en phase préélectorale qu'il lui faudrait juste être président pour aller récupérer l'argent des Algériens, parce que lui savait où les kleptomanes l'avaient stocké. Alors nous avons affaire aussi à une mythocratie aussi. Oui, bien sûr. Puisqu'il a promis de ramener 100 milliards de dollars. Oui, mais on est dans la comédie avec la fameuse contre Khota, vous vous rappelez? Contre Khota. Le plus grave, Jamal, c'est sa déclaration à propos du Mali. Quand il a... où il déclarait... c'est une affaire algérienne, quasiment. C'est une affaire algérienne. Oui. C'est une offre de service. C'est une offre de service qui fait directement à la France. Et en plus de ça, ce qui est très grave aussi, c'est quand il a parlé du nord du Mali qui serait défavorisé par rapport au sud. Pourquoi? Là, ça sous-entend l'intervention de l'Azawad, comme ils l'ont fait à l'époque du premier coup d'État qui a porté le président malien déchu. Vous savez qu'à l'époque, Gaïd Salah s'est rendu au Mali. Il a parlé avec les officiers de la junte d'alors, de la junte de l'époque. Et je suis tombé sur une vidéo où il parlait, mais il a proféré des menaces claires à l'époque. Il avait proféré des menaces claires contre eux.
Et là, et puis tout à coup, on voit l'intervention des Touaregs de l'Azawad qui interviennent, qui occupent une partie le nord du Mali. Et là, on sent l'intervention du DRS. Parce qu'on sent que... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que... D'ailleurs, même Macron, un jour, lors de, je crois en 2018, lors d'un déplacement au Mali, il avait clairement parlé de manipulation islamiste par le régime algérien. Absolument. Vous vous rappelez? Je m'en souviens. Et même, justement, ça tombait à l'époque avec la fin de l'intervention française en Libye. Et ils ont sorti un personnage qui est un rebut de la société, un personnage ignoble. Et là, vous savez, le DRS excelle dans la manipulation par les associations d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont sorti un personnage de leur chapeau ou de leurs archives qu'ils ont appelé Mokhtar Boulmokhtar. Et c'est là que... Attendez. Un BM. Et c'est justement là que je mets... le borne. Ils l'ont lié à un illustre shahid qui est Omar al-Mokhtar. Alors là. Vous voyez ce que je veux dire? Juste Mokhtar Boulmokhtar, dont il faut rappeler que c'est l'un des as de la drogue, trafic de drogue, du Marlboro, de la fameuse cigarette, du trafic d'armes, et qu'il a collaboré très activement avec le fameux réseau Zanjabil, qui était sous la coupe d'un général-major chef de région, dont tout un chacun sait qu'il trafiquait de la cocaïne à travers les ports de pêche algériens vers la Méditerranée, etc. Et c'est justement le produit, un pur produit du DRS qui est entre nous soit dit, est une organisation criminelle qui devrait être internationalement interdite. Alors nous allons écouter une autre fois M. Tebboune et nous allons revenir. Je vous reproche bien sûr d'avoir arrêté des journalistes, Je peux vous donner ma parole qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour le fait d'être journaliste. Plus grand respect. Nous avons actuellement dans le pays énormément de journalistes. Nous respectons la presse, comme de tout temps. Moi-même, j'en suis convaincu. Et ça, je crois que beaucoup d'amis dans la presse le savent depuis le temps où j'étais ministre de la Communication et de la Culture. J'ai toujours voué le plus grand respect à la presse et je n'ai jamais fait la différence entre la presse publique et la presse privée. Seulement, le fait d'être journaliste, bien sûr, comme partout ailleurs, ne donne aucune immunité concernant le désordre, concernant l'atteinte à l'ordre public. Pour ne pas poser de questions, je vous laisse. Non. Je vais me répéter par rapport à une autre émission chez vous d'ailleurs. C'est la fonctionnalisation du journalisme, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant en Algérie. Ils ont beaucoup de valeurs, les gens qui arrivent à être des électrons libres parce que les taux est terrible. Et donc c'est vraiment honteux. Moi je dirais la domestication plutôt. Oui, la fonctionnalisation, la domestication, bien sûr, absolument, mais c'est vraiment... L'asservissement, la chitalisation. Il y a des pays comme celui où nous nous trouvons là tout de suite, où être journaliste, ce n'est pas avoir une carte de presse, c'est tout simplement être publié par un organisme de presse. Ça suffit largement. Oui. Ensuite, quand vous êtes journaliste, vous n'avez pas à aller demander à l'État pour lequel vous travaillez si vous pouvez aller interviewer quelqu'un dans une chancellerie ou avoir des informations ou échanger dans la société avec qui bon vous semble, avoir des opinions. C'est vraiment... ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont tellement encroutés dans leurs habitudes de génération, d'habitudes politiques, qu'ils ne se rendent plus compte, tous ces gens-là, et lui en particulier, parce qu'il a été quand même ministre de la Communication et il s'en prévaut, vraiment c'est doublement honteux. Ah bon? Moi je ne savais pas qu'il a été ministre de la Communication. Eh bien il le dit. Ah, oui. Mais j'ai pas entendu. De l'aménagement. Mais moi ce qui m'a choqué, c'est qu'il, lui, même désigné, même s'il n'a pas été élu par le peuple, c'est quand même le chef de l'État algérien. Il dit, je vous donne ma parole qu'il n'y a aucun journaliste qui est en prison du fait de sa fonction. C'est incroyable. Ça remet en cause gravement et sa légitimité et même sa crédibilité. Et oui. Comment tu réponds à tous ces articles, tous ces papiers qui sont sortis un petit peu partout, pendant le corona, avant, après, les journalistes qui sont regroupés devant l'ambassade
C'est quoi ces gens-là? C'est des menteurs. Donc on croit qui? Khaled Rarni, c'est qui? Comme elle vient de dire Yasmina, en fait, on est dans une autre époque. Notre confrère Del Magharibi Abdel Zerlich, Abdelkrim Zerlich de Constantine. De Constantine. Et beaucoup, moi je connais Moussa Benjem Annaba qui connaît 5 procès. On lui fait un harcèlement judiciaire et d'autres journalistes en Algérie. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'il est vraiment hors sol, hors temps, ce monsieur. On est à l'époque où tout le monde, tous les citoyens avec les réseaux sociaux, devient plus ou moins un communicant, un journaliste. Son ministre de la communication, il disait quoi? Que oui, il y avait des pages Facebook qui ont plus d'abonnés, il l'a dit il y a quelques mois, que certaines médias ou que certaines... Il l'a dit en parlant des pages Facebook qui ont des millions d'abonnés. Donc ils savent que le Hirak algérien et tout ce qui se passe en France, ailleurs dans le monde, aux États-Unis et partout, c'est le fruit de cette libéralisation de la parole, cette ouverture de la société. Donc on ne peut pas gouverner ou parler à un peuple en étant en déphasage complètement. Ça le remet en cause, ça fausse sa crédibilité et ça nous met encore dans ce coupure générationnelle qui a été déjà depuis longtemps entre un peuple, qui a dit un peuple jeune, une population qui est de plus en plus ouverte avec les réseaux sociaux et une je sais pas comment on l'appelle, gérontocratie, mythomane. Voilà, mythomane. Skandar, pardon, Yasmina. Non, je voulais juste te dire qu'elle n'était pas... qu'il n'était pas hors sol que du point de vue générationnel. Il est hors sol parce que moi j'ai trouvé en l'écoutant qu'il avait l'air d'être un très mauvais anthropologue. Il parle des Algériens qui sont ceci, qui sont cela. Bon sang, les Français sont restés 132 ans, ils connaissent l'Algérie. Voilà. S'il n'en parle pas beaucoup, pour rejoindre ce que vous demandiez tout à l'heure, il y a la notion, vous êtes journaliste, vous le savez, la notion de mort-kilomètre. Donc la mort-kilomètre, c'est la distance, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, la mort-kilomètre, elle s'intéresse plus à Trump qu'à l'Algérie en termes de société. Évidemment. Parce que ce qui se passe dans les différentes chaînes de télé, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais par rapport au passé, la part qui est laissée à l'international, c'est complètement rabougri. Sauf quand ça intéresse pour des raisons culturelles ou immédiates, etc. L'Algérie, on en parle surtout dans certains médias, justement, comme France 24, parce qu'elle est dédiée à être regardée à l'étranger. Mais sinon, elle est complètement rabougrie. Donc lui, il arrive, il parle combien d'anthropologues des Algériens? C'est-à-dire, il explique, il s'érige en spécialiste de ce peuple-là qu'il regarde de sa tour d'ivoire. Et puis surtout, le président, il parle de lui à la troisième personne, il est même absent de lui-même et de sa fonction. Voilà ce que je trouve. Alors, Houssine vient de me dire à l'oreillette qu'il a été en effet ministre de la Communication et de la Culture. Du temps de M. Bembetour, de 99 à 2000, je crois. Moi, je m'excuse si je ne sais pas ça. Moi, enfin, en fait, je ne les connais pas. Oui, je ne sais pas qui a fait quoi au sein de ce... Il a été à l'urbanisme. Il a été à l'urbanisme aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages qui se sont écroulés sous son règne, d'habitat, qui se sont écroulés sous son règne. Par contre, ce qui a bien tenu, c'est la fameuse mosquée. Voilà. Et donc, la mosquée, c'est pas lui. Si c'était sous lui. Oui, mais c'était surtout sous Bouteflika, parce que Bouteflika suivait lui-même. Quand même, il en était quand même. Et aujourd'hui, il pourrait retirer les marrons du feu. Il n'en est pas peu fier. Alors, Skandar, j'aimerais que vous essayiez de nous expliquer un peu. Vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas profileur. Mais j'essaierai je vous demande quand même d'essayer. Comment des gens comme ça, qui sont écoutés par des millions de gens, c'est des millions de gens qui les écoutent. D'abord, on ne sait pas à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à ceux qui les écoutent. Comment peuvent-ils mentir aussi effrontément? Comment peut-il dire d'une élection dont tous les Algériens ont vu que tous les bureaux de vote étaient vides quasiment, qu'il y a eu moins de 8% d'électeurs sur et il vient nous dire c'est l'élection la plus propre. Jamal, il dit ce qu'on lui a ordonné de dire. Oui, mais il sait qu'on ne le croit pas. Comment est-ce qu'on l'a autorisé à dire ce culot phénoménal? Et il leur fait plaisir. Il fait plaisir. Et ceux qui lui demandent, ils sont stupides à ce point de lui faire proférer des mensonges aussi carrés. Mais qui reste-t-il dans l'armée? Un Chengriha qui a 85 ans.
Voilà ce qui reste. Les chefs de l'armée sont tous très âgés. Ils sont tous très âgés. Il n'y a pas de jeunes quasiment. Absolument tous. Ouais. Moi, je connais que Chengriha parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. J'en ai jamais entendu parler personnellement. Mais bon, mais à première vue, c'est pas ce qu'on peut appeler une lumière non plus. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'il y a. Je ne sais pas si on est au pays des plaisirs. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit pour faire plaisir. Ce sont des gens qui ont bon pied, bon oeil et un ego surdimensionné. Je crois plutôt, quand tout à l'heure vous posez une question à propos vous la posez d'ailleurs à Mohamed Ben Issa, sur la direction de sa politique, de la politique de Tebboune, ben, pour moi, quand je réfléchis, je me dis, quand ça n'a pas de cohérence, quand il n'arrive pas à dégager une cohérence propre, c'est-à-dire qui lui est propre. Alors, je ne suis pas dans l'hygiénisme comme lui. Hein. Quand une direction qui lui serait propre, quand je ne la trouve pas, je ne trouve qu'une solution, qu'une explication. C'est parce que les vents viennent de différentes directions. C'est parce qu'il est happé par différentes pressions, les vents contraires. Et vous savez bien ce que l'on dit en arabe d'une embarcation qui, même si elle déploie la plus grande des voiles, voilà. Exactement. Donc lui, s'il n'a pas de direction, c'est parce que les vents sont contraires, c'est parce que les pressions sont multiples. Les vents ne soufflent pas toujours au gré des voiles. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que les pressions sont multiples, c'est parce que Hadak Mahalbet el-Bagra, comme on dit. Non, mais en plus, ils sont médiocres. Parce que quand il a parlé, j'ai remarqué, quand il a parlé des jeunes alors tout de suite, il nous sort les start-up. Il parle des start-up comme si les jeunes disposaient de capitaux à disposition, comme ça, qu'ils étaient crédités par les banques, etc. Alors qu'il n'en est absolument rien. Est-ce qu'il a parlé... Scandale. Chengriha, au même journal New York Times, vous savez ce qu'il a déclaré? Que l'armée est neutre, elle ne fait pas de politique. Et elle n'a pas été formée pour ça. C'est un grand professionnel qui parle comme nous n'avons pas été formés pour ça. Mais là aussi, comment peut-il dire une chose pareille alors que le dernier des Algériens, celui qui a 4 ans d'âge, c'est que les patrons du pouvoir en Algérie, c'est les militaires? C'est l'oligarchie militaire. L'oligarchie militaire, ça c'est certain. Et Tebboune, lui, il ne fait qu'appliquer les directives. Il dit ce qu'on lui dit de dire ou ce qu'on l'autorise à dire, rien de plus. Quand il a parlé du chômage des jeunes, enfin une allusion au chômage des jeunes, est-ce qu'il a essayé de se projeter dans l'avenir? Est-ce qu'il a essayé de se projeter dans les possibilités économiques de l'Algérie? Rien du tout. Il a parlé de start-up, comme si l'argent coulait à flot, la technologie coulait à flot, etc. Oui, mais c'est encore une fois un problème générationnel de croire qu'un homme, un seul, peut lire dans le marc de café ou dans un génie spontané comme ça, incroyable. Il fut un temps où il y avait un système de planification en Algérie. On parlait de plan triennal, de plan quadriennal, de plan quinquennal. C'est une ère révolue. C'était du vent aussi. Vous l'avez dit, c'est une ère révolue. Non, ça n'existe plus. Non, c'est une ère révolue, c'est un problème générationnel de parler encore de restructuration comme ça par décret. C'est quelque chose qui se passe sur le terrain de l'économie, c'est quelque chose qui se passe avec des spécialistes. Yasmina, vous êtes journaliste. Quand on vient au pouvoir, quand on arrive au pouvoir avec autant de j'allais dire, de puissance, la moindre des choses, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Ça veut dire qu'on a étudié pratiquement tous les aspects de la société algérienne, de ce à quoi elle aspire, de ses problèmes, de ce dont elle a besoin, à savoir résorber le chômage des jeunes, lancer une industrie, quitte à lancer une industrie d'État, etc. Maintenant, il parle de start-up. Est-ce qu'il a prévu des crédits pour ça? Est-ce qu'il a prévu un plan pour ça? Si, il a parlé de ça. Il a dit un truc plus grave. Ce que j'étais en train de dire, quand vous m'aviez interrompu, j'étais en train de dire simplement que tout ce dont vous parlez, justement, parce que je suis journaliste et d'autres choses, que ça ne se décrète pas par un seul homme. C'est une question de système et pas que de système politique. Voilà, ils ont tué justement l'élite. Ils l'ont fait partir, ils l'ont abîmé. Il y a eu beaucoup de revenants. Je connais beaucoup de revenants, de gens qui ont tenté de revenir en Algérie. On n'en a pas voulu. Ils sont venus avec du sang neuf. Ils ont voulu insuffler du sang neuf. On n'en a pas voulu. Ne serait-ce que pour enseigner dans une université. On n'en a pas voulu. Donc, je veux dire, c'est une médiocrité organisée et en voilà les résultats. Une médiocratie.
Une médiocratie. oui, Alors, malheureusement. Mohamed Ben Issa, et après je vous poserai une question. Juste par rapport à ça, parce que quand il a dit pour les jeunes et les financements des startups, il a dit un truc plus grave aussi récemment quand il a fait un genre de conférence. Il a dit qu'il y aura un fonds de garantie, un fonds de financement pour les projets. Il a dit que c'est l'État qui va le financer pour l'instant. Après, il y aura les fonds privés et les fonds étrangers. Et c'est ça qui est catastrophique. Comment peut-on dire ça, un président qui dit que des étrangers, des fonds d'investissement étrangers, je ne sais pas qui, peuvent venir financer, aider des stars, alors qu'il fait tout avec son staff pour parler de la main étrangère, de l'interférence des étrangers dans les histoires, dans les affaires communes ou les affaires algériennes. Comment peut-on dire qu'il y aura des firmes internationales qui vont venir financer des projets? Pardon, scandale. Alors, M. Chengrihad nous dit donc que l'armée est neutre, elle ne fait pas de politique, elle s'occupe juste de ses prérogatives militaires. On est d'accord? Alors écoutez ce que dit la revue El Jish qui reprend ce que dit M. Tebboune. Je vais vous citer M. Tebboune repris par l'édito de la revue El Jish. Écoutez Mohamed Ben Issa. Le haut commandement de l'armée nationale populaire fera tout son possible pour faire de cet événement, c'est-à-dire le référendum du 1er novembre, de cet événement important un succès. Pour faire de cet événement un succès. Elle ne fait pas de politique, l'armée. Grâce à son soutien total aux efforts des institutions de l'État. Ça, ce n'est pas de la politique. J'ai donné des instructions strictes à toutes les composantes de l'armée et aux services de sécurité sur la nécessité de faire preuve du plus haut degré de vigilance et de responsabilité et de veiller à assurer la sécurité de ce référendum afin de permettre aux citoyens à travers tout le pays d'exercer leurs droits et accomplir leur devoir électoral. Et moi, à ma connaissance, fin de citation, à ma connaissance, ce n'est pas le rôle de l'armée, mais celui de la police. C'est ça le comble de l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'un officiel algérien parle, il se dévoile, il confirme aux Algériens, parce que les Algériens pensent tous les jours un système illégitime, des gens qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas patriotes et qui ne savent pas ce qu'ils disent. Quand il dit ceci, ce monsieur Chengrihad, il est en train de confirmer, noir sur blanc, que l'armée, elle gère, elle organise les élections. Ce n'est pas son rôle. Au pire, c'était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, quand il parle de la sécurité... C'est la Constitution. Mais nous, on a vu déjà depuis l'histoire de la jeune Algérie, depuis la décennie noire, il a dit l'ancien, comment ça s'appelle, Nazar, quand il a dit que c'est moi-même qui a écrit la démission de Chadli. Oui. Ça a été dit dans plusieurs encore, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait plutôt, comment ça s'appelle, Gaïd Salah. Gaïd Salah, il a dit clairement il a menacé tous ceux qui s'opposent aux élections du 12-12 et qu'il a dit clairement qu'il mettait tous les moyens de l'armée pour réussir les élections du 12-12. Donc ce n'est pas la première fois. Qui a fixé le 12-12? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que c'est une transition démocratique négociée avec le Hirak? Oui. Peut-être Tebboune va nous dire c'est le peuple. Peut-être un jour. On verra qui a dit on verra après. Qui faisait 3-4 discours c'est aussi une manière de dire voilà, nous pouvons intervenir là où vous nous le demandez sans nous poser de questions. Mais il a dit on ne fait pas de politique et là Tebboune, il dit ils font de la... Pardon, alors comme il reste un dernier sujet qui reste plus de temps, nous allons écouter M. Tebboune nous parler de M. Macron. Et ce sera le dernier tour de micro. Autorisez-moi juste à dire, pour l'interférence de l'armée, alors de deux choses l'une. Soit il y a une menace étrangère imminente, soit nous sommes dans un état d'urgence que nous ignorons. Voilà. Alors, nous allons écouter M. Tebboune nous parler de M. Macron. J'ai confiance en le président Macron. J'ai confiance en son raisonnement. J'ai confiance en sa probité, sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Reste qu'il y a des lourdeurs, peut-être qui le freinent de temps en temps. J'ai vu en ce qui nous concerne, ce qui concerne nos relations bilatérales, il est allé assez loin, souvent. En ce qui concerne la gestion de la Libye, du problème de la Libye, du Mali, je pense que les visions sont assez proches. Reste que nous,
Notre vision est purement fraternelle. On n'a aucune ambition, et je le dis de la manière la plus officielle. Nous n'avons aucune ambition ni géopolitique, ni économique, nous avons une vision de sauvetage de nos frères au Mali et en Libye. La vision, qui ne tient pas uniquement au président de la République française, ça, il ne faut pas être naïf pour eux, peut-être est une vision de puissance, ex-puissance coloniale. Je dis rien. 2 minutes chacun et ce sera la fin de l'émission. Très vite. Il admet le fait et adopte et admet le fait néocolonial. Ça veut dire je suis à votre service. Je suis à votre service. Si vous avez besoin de moi, je pourrais intervenir au Mali, je pourrais éventuellement intervenir en Libye, je pourrais éventuellement intervenir ailleurs, au Cameroun ou je ne sais quoi. Et voilà, c'est tout. C'est incroyable. Mohamed. Vraiment, permettez-moi ce terme, c'est darwasha politique. Hein, c'est du bougnolisme. C'est du bougnolisme politique. En fait, quand il dit la confiance, on s'en fiche. Macron s'en fiche de ta confiance, en gros. Fraternel. Macron, il fait ses politiques sur l'intérêt de son pays, de son peuple. Il a des entreprises, il a des débouchés économiques, il veut faire entrer de l'argent, on est dans une crise. Il a des mines d'or et de matières, de ressources naturelles importantes au Mali, au Niger. Il s'en fiche de ça, il s'en fiche de l'Algérie, en gros. Quand tu parles de la fraternité, on est dans une logique fraternelle, mais un homme politique ne doit pas dire ça. On n'est pas dans une logique fraternelle, on n'est pas dans une discussion de café en famille. Quand tu parles aussi, il dit on n'a pas d'ambition géopolitique, c'est encore grave. Comment un président se permet de dire qu'on n'a pas des ambitions géopolitiques? Pourquoi ne pas avoir des ambitions? Ce n'est pas péché d'avoir des ambitions géopolitiques. Au contraire, un pays comme l'Algérie, pivot du Maghreb et de l'Afrique, devrait avoir des intérêts géopolitiques pour l'intérêt de la nation, de son peuple, de l'État. La Libye, mais bien sûr, c'est des débouchés. Le Mali, bien sûr qu'on a des intérêts. Mais en fait, c'est ça, c'est un personnage de l'an, je ne sais pas quoi passer, qu'il faut qu'il parte, ces gens-là. Ce qui se passe en Libye, ou même peut-être même sur la question palestinienne aussi. Ça veut dire on peut mettre la main dessus et puis... Yasmina Karima Benani, avant de vous donner la parole, et le mot de la fin pour le coup, je voudrais juste signaler qu'un article d'Al Khabar est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux, en ce moment même. Le titre, c'est quoi d'après vous? Regardez. ثلاث أسابيع من أجل التصويت بنعم عن الدستور. 3 semaines nous séparent du référendum avec oui. Ça y est, ils ont décidé que le peuple va voter oui. Hein. C'est incroyable. Le pompon, c'est la cerise sur le gâteau. C'est incroyable. On croit rêver. Ah, oui. Sur le loukoum. Et ces journalistes-là, vous pouvez être sûr qu'ils n'iront pas à l'Harrach. Non, bien sûr que non. Jamais. En tous les cas, pour ce que j'ai entendu juste avant de la bouche même de M. Tebboune, eh bien, c'est une appel d'offres. Une appel d'offres aussi bien pour les capitaux que sur le plan sécuritaire et militaire. C'est vraiment très inquiétant. Alors, s'il y a une chose dont, moi, enfant, en tous les cas, j'ai grandi dans l'école algérienne et j'étais très fière au moins de la politique extérieure algérienne. Hein, toujours du côté des persécutés, toujours du côté des bonnes causes. Et voilà que maintenant, eh bien, la politique s'est tinzawatisée. Parce que ce qui a été fait à Tinzawatin résume très bien ce qui est en cours. Voilà, ce qui s'est fait à Tinzawatin, là, de faire des frontières, dans les frontières, pour ne pas savoir ce qui se passe au-delà des frontières, en sabotant la faune, la flore et l'humain, parce que les Touaregs, ici, de l'autre côté, sont de la même famille. Ça, c'est quelque chose d'absolument odieux. Ensuite, voilà, nous n'avons plus à être fiers de cette politique extérieure. Et quand M. Tebboune parle des ambitions, nous n'avons pas les ambitions de ceci et de cela, moi, j'ai envie de dire, il n'a pas d'ambition pour l'Algérie, tout court. Tout court. Alors, je rappelle qu'à Sidi Mohamed, tribunal Sidi Mohamed, toutes les femmes qui ont été arrêtées le 5 octobre ont été libérées. Par contre, les hommes n'ont pas été libérés. Et je rappelle qu'ils ont été des dizaines à avoir été interpellés, et que une quarantaine, et que des dizaines de téléphones ont été saisis qui filmaient des images parce qu'ils ne voulaient pas que le monde sache ce que font les Algériens. Et je rappelle que cette presse qui nous dit que 3 semaines nous séparent du oui n'a pas dit un mot sur le Hirak du 5 octobre. Les milliers d'Algériens qui sont sortis dans plusieurs villes d'Algérie,
cette presse-là, toute la presse, il n'y a pas un seul titre de presse qui a parlé des manifestations du 5 octobre, et c'est dire quel est l'état de la presse algérienne dont M. Tebboune semble tant s'enorgueillir. Je serais très triste de repartir d'ici sans vous dire un petit point. Je vous en prie. Très petit point, c'est, voilà, vous venez de dire, on n'a pas parlé du 5 octobre. Ça, c'est, je ne sais plus quelle est l'allocution latine pour dire qu'on met un fait de l'histoire en dehors de l'histoire. Il sort de l'histoire de l'humanité, etc. Ensuite, il y a une autre chose. À chaque fois qu'il y a un nouveau culte dans l'histoire de l'humanité, quand il y a un nouveau culte, qu'est-ce qu'il fait? Il colle ces nouvelles dates sur les dates du culte ancien. Donc voilà, voici le culte nouveau qui vient effacer quelque chose de sacré pour les Algériens, qui est le 1er novembre, et qui vient mettre quelque chose d'absolument indécent par-dessus, antidémocratique, etc. C'est une association d'idées. Non, pire. Pire. Non. Justement, ils croient dans leur profonde bêtise que c'est une association d'idées, mais en vérité, ils sont en train de faire, ils sont en train d'écraser un fait par un autre, comme font les despotes et comme font les nouveaux cultes sur d'autres. Ils profanent. Voilà, c'est de l'ordre de la profanation. De la profanation. C'est de l'ordre du blasphème national. Merci. Parce qu'il y a un storytelling national. Merci beaucoup. Regardez ce qu'on appelle mon conducteur. Vous avez vu mon conducteur? J'ai versé Il a pris l'eau. de l'eau. Voilà, donc je vais essayer de lire quand même. Merci Mohamed Ben Aïssa, merci Yasmina Karima Bennini, pardon. Merci Iskander Debesh, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum as-saha, bqaw ala khair, bislama.